Nous avons réintroduit, parce que ça existait déjà, des communications brèves. Bref, ça veut dire 10 minutes au maximum. Bref, c'est aussi conférence d'actualité, donc sur un sujet chaud, qui est sélectionné par nos différentes sections qui couvrent le champ des sciences. Et donc, c'est un moment de mise en actualité de la science, alors que vous savez, nos programmes sont bâtis sur 1 an ou sur 2 ans. La première communication a été, je crois, un succès. Il y aura une petite discussion qui est possible. Et je remercie vraiment beaucoup Marc Chaucidon de nous présenter cette communication. Marc Chaucidon est administrateur et académicien de la 4e section. Et il va nous parler de la planète Mars, cher Marc. Il est aussi directeur de l'Institut de physique du globe à Paris. Et donc, il vient de Paris pour faire cette communication. Merci Jean-Dominique. Voilà, je commence avec cette photo qui est qui est une photo qui a été prise sur une plaine un peu près de l'équateur sur Mars et qui a été prise par la sonde Mars Pathfinder qui monte en 1996, qui lançait un redépart des études de Mars. Donc, il n'y avait pas eu de mission sur Mars depuis les missions Viking de 1976. Et à partir de là, il y a eu beaucoup de missions qui ont abouti à beaucoup de découvertes. Que savons-nous déjà de Mars? Un certain nombre de choses. Si on regarde à grande échelle, donc Mars, vous savez, est une planète qu'on dit planète sœur de la Terre, qui est assez proche assez semblable à la Terre, mais aussi très différente. Donc, qui est un peu plus loin du Soleil que la Terre. La durée du jour sur Mars est la même que sur la Terre, mais Mars met 2 ans pour faire un tour autour du Soleil par rapport à la Terre. Et sa taille et sa masse, disons, correspond à 1/10 de la masse de la Terre. Donc, Mars est plus petite que la Terre. On connaît un certain nombre de choses sur sa gravité, sa densité, la manière dont la masse est distribuée à l'intérieur de Mars. Tout ça à partir des orbites de satellites qui tournent autour de Mars et qu'on mesure et qui permettent de calculer ces paramètres. Et donc on avait une idée du fait que sur Mars il y a un noyau métallique comme sur la Terre qui fait dont on avait une idée de la taille, voilà. Mars a aussi une atmosphère beaucoup plus faible, beaucoup plus ténue que celle de la Terre et qui est pas du tout composée de la même manière, qui est essentiellement du CO2. Et puis, on l'a vu sur la photo qui est passée tout à l'heure, il y a des calottes polaires sur Mars. La calotte polaire du Nord est permanente, elle est faite de glace d'eau et de glace de CO2, et la calotte polaire du Sud est, elle, saisonnière. Alors, voilà, donc on sait un certain nombre de choses. Et pourquoi donc s'intéresser? Je vais aujourd'hui vous parler de découvertes récentes qui ont été faites sur la structure interne de Mars, sur son noyau et son manteau. Alors pourquoi s'intéresser à mieux connaître la structure interne? Alors simplement parce que c'est intéressant d'apprendre des choses et on est curieux. Mais il y a aussi, on peut trouver un certain nombre de raisons pour le faire. J'en ai mis 2 ici. Une qui est d'essayer de voir un peu mieux comment se construisent les planètes telluriques. Alors vous savez que on pense que les planètes telluriques se forment par des collisions géantes. Il faut des collisions entre 10 planètes de la taille de Mars pour fabriquer la Terre, puisque Mars est 1/10 de la masse de la Terre. Donc vous avez ici un schéma qui montre ce type de collision. Et une des conséquences de ce type de collision qui amène énormément d'énergie, c'est qu'on fond complètement la planète qui est réalisée par l'ajout de ces deux objets, et on fabrique ce qu'on appelle des océans de magma. Et on imagine que les planètes étaient couvertes après ces impacts géants qui apportent beaucoup d'énergie par un océan de magma, de lave, qui couvrait complètement la planète et qui ensuite s'est refroidi. C'était une des grandes découvertes faites par l'étude de la Lune, puisqu'on a trouvé à la surface de la Lune, les missions Apollo ont trouvé des roches qui correspondaient, comme c'est un peu montré dans le dessin ici, une croûte qui correspondait aux minéraux qui peuvent cristalliser quand cet océan de magma refroidit. C'était une des grandes découvertes de ces missions-là. Mais on a très peu de traces de cet océan de magma aujourd'hui, et donc on peut espérer chercher des traces de ça en regardant la structure interne. La structure interne, et c'est une deuxième raison que je mets ici en exemple,
est aussi très très intéressante parce qu'elle peut nous apporter des informations sur, au contraire, des choses qui se passent pas à l'intérieur, mais qui se passent à la surface. Et on peut essayer de se poser la question de savoir pourquoi l'évolution géologique de Mars a été très différente de celle de la Terre, et pourquoi, par exemple, il n'y a plus d'eau liquide à la surface de Mars. Alors, il y avait de l'eau à la surface de Mars, et toutes les études qu'on peut faire à partir de l'observation photographique et ainsi de suite, et de géomorphologie, si on peut utiliser le néologisme, montrent que entre 4 milliards et 3 milliards 5, c'est ce qui est montré ici, cette période-là de l'histoire de Mars, on avait beaucoup d'eau liquide à la surface de Mars. Vous avez ici, par exemple, un méandre de rivière. Ici, vous avez un grand delta de rivière, plus grand que le delta du Mississippi. Et donc, il y avait de l'eau liquide qui coulait pendant des périodes de temps longues pour pouvoir fabriquer ce genre de choses. Et ces figures géomorphologiques ont complètement disparu de la surface. On n'en trouve plus dans les roches dans les roches de Mars qui sont plus récentes. Et on trouve ensuite de l'eau liquide, mais qui correspondent à des événements très rapides. Donc ça, ce qu'on voit ici, c'est interprété comme étant des rivières de débâcle qui sont faites par une fonte très rapide de glace qui est sous la surface de Mars, suite à l'arrivée de lave en profondeur ou à un impact de météorite qui va réchauffer la banquise, enfin cette glace en profondeur, et qui va la faire fondre. Et cette glace en profondeur, on la voit ici, vous voyez ici, sous l'atterrisseur de la mission Phoenix. Les rétrofusées ont nettoyé la poussière et vous voyez ici de la glace sous la surface. Donc il y a beaucoup d'eau à la surface de Mars, mais elle est sous forme de glace. Et donc une des grandes questions, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi, à un moment donné dans l'histoire de Mars, vers 3 milliards 6, 3 milliards 8, la température a complètement changé et tout d'un coup, l'eau qui était liquide à la surface est devenue une eau glacée. Et évidemment, ça a des conséquences sur le développement éventuel de la vie. Alors, pour regarder cette structure interne, donc des résultats très récents qui ont été obtenus ont été obtenus grâce à cette mission qui a été envoyée sur Mars et qui s'est posée en novembre 2018. Donc c'est le résultat d'une vingtaine d'années de travaux pour développer des instruments qu'on appelle des sismomètres. Et donc cette mission, donc vous avez un dessin ici, et donc vous voyez l'atterrisseur avec ses panneaux solaires, et ici la petite casserole, si je peux dire, qui est ici, est quelque chose qui protège à l'intérieur un sismomètre, en fait 3 sismomètres pour mesurer mesurer des ondes sismiques, donc des déplacements dans les 3 directions de l'espace. Alors vous avez ici un schéma de ce sismomètre, évidemment je ne vais pas l'expliquer, mais pour vous donner une idée, il est capable de mesurer des déplacements de 1 nanomètre à la surface de Mars. Donc vous imaginez que vous envoyez ça, vous le construisez sur Terre et vous l'envoyez sur Mars, et ça fonctionne. Et là vous avez une photo de sismomètre au bout de 4 ans de mission. Donc la mission s'est arrêtée parce qu'à cause de la poussière à la surface de Mars, les ingénieurs de la NASA avaient pensé qu'ils pourraient éviter incliner les panneaux solaires pour faire tomber la poussière, ou que les tempêtes de sable l'enlèveraient, mais en fait non, elle s'est accumulée dessus, et donc il n'y a plus d'énergie au bout d'un certain temps et la mission s'est arrêtée. Mais donc cette mission était là pour essayer ce sismomètre pour essayer d'enregistrer des ondes sismiques qui étaient produites par des impacts de météorites à la surface de Mars. Et donc le 18 septembre 2021, des gens qui travaillent là-dessus ont eu la chance d'avoir un impact de météorite à la surface de Mars qui est dessiné ici, qui a pu être localisé très précisément par un orbiteur qui est à la surface de Mars. Et cet impact a créé une onde de choc, donc des ondes sismiques qu'on appelle des ondes P dans ce cas-là, qui sont propagées à la surface de Mars. Donc l'impact a eu lieu ici. Le sismomètre était ici. Et cet impact a propagé des ondes qui alors des ondes P, vous voyez, elles s'enfoncent, elles sont réfléchies ici à la surface, elles repartent et elles sont arrivées à la station. Et d'autres plus profondes ont subi ce trajet. Et en fait, on mesure ici, on détecte les 2 ondes et on mesure la différence de temps d'arrivée des ondes entre ces ondes réfléchies à la surface et les ondes qui sont réfractées à la surface du noyau ici. Et la différence de temps d'arrivée a permis de dire que la vitesse en profondeur était pas la même que la vitesse dans la couche de surface du manteau, si vous voulez, et que donc il y avait une partie ici qui était fondue. Et la manière d'interpréter ça, c'était de dire que ces ondes qui sont réfléchies à la surface du noyau ont traversé une partie du manteau ici qui était liquide, qui était fondue à la base du manteau. Alors ça aboutit donc à un changement complet un changement de
de ce qu'on connaissait de la structure interne de Mars. Ici, ce dessin compare ce qu'on sait de la structure interne de la Terre, donc avec un noyau métallique dont le cœur est solide et ensuite l'extérieur liquide, puis le manteau silicaté qui est solide, et puis la croûte. Et ici, la coupe de Mars, avec en fait un noyau qui fait 1650 km de diamètre, qui est liquide, un noyau métallique, et ensuite une base du manteau qui est liquide. Il y a une couche d'environ 150 km d'épaisseur de manteau qui est liquide, et puis ensuite une couche où il y a de la fusion partielle, et ensuite un manteau qui est solide. Alors, ça, c'est très différent, et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on pense, par rapport aux questions que je vous ai expliquées au départ, on pense que cette couche liquide ici, c'est un reste en fait de cet océan de magma initial qui est là. C'est une couche, en fait, de cet océan de magma qui n'a pas cristallisé, qui est resté liquide. L'océan a cristallisé, mais il est resté, cet océan de magma cristallisé, mais il en restait une partie ici sur le noyau métallique qui est resté liquide. Et donc, c'est une preuve, dans un sens, qu'on fabrique bien, lorsqu'on fabrique les planètes, on passe bien par ce stade. Et l'autre chose, c'est que ce noyau liquide ici isole thermiquement le noyau métallique, et empêche ce noyau métallique de se refroidir, empêche les mouvements de convection à l'intérieur, et donc, au bout d'un certain temps, on pense que ça a arrêté l'existence d'un champ magnétique sur Mars, et c'est ce champ magnétique qui protège Mars, qui aurait protégé Mars au début de son histoire de l'érosion de son atmosphère par le vent solaire, et donc, quand le champ magnétique s'arrête, Mars perd son atmosphère qui est emportée par le vent solaire. Il n'y a plus d'effet de serre à la surface de Mars. La température à la surface de Mars diminue très très vite, et on obtient on baisse complètement la température. Toute l'eau liquide disparaît et l'eau devient sous forme de glace. Et à ce moment-là, Mars a une évolution qui n'a plus rien à voir avec celle de la Terre. Et s'il y avait eu de l'eau liquide et de la vie en surface à ce moment-là, elle n'a plus les moyens de continuer. Donc ça a un certain nombre de conséquences, comme je viens de le montrer. Et c'est ça. Et donc, ça peut expliquer pourquoi, à partir de 3,8 milliards, 3,6 milliards, Mars et la Terre ont complètement divergé dans leur histoire, simplement parce que il y a eu une petite différence dans la structure interne et dans la manière dont la planète s'est refroidie et cet océan de magma a cristallisé. Voilà. Magistral. On a de la place pour quelques questions ou quelques remarques, quelques commentaires? Oui, Dominique Dubourg. Oui, Marc, s'il y a eu de l'eau liquide à la surface de Mars, on devrait pouvoir trouver des fossiles. Est-ce qu'on les cherche? Oui, bien sûr, on en cherche, mais c'est pas parce qu'il y a de l'eau liquide qu'il y a de la vie. Donc, s'il y a de l'eau liquide, il aurait pu y avoir de la vie. Mais la vie sur Terre, les fossiles les plus anciens qu'on connaisse, ils sont 3,8 milliards. Donc c'est exactement le moment où justement sur Mars, l'eau liquide a disparu. Donc on ne sait pas si c'est entre la formation de Mars et de la Terre à 4,5 milliards et 3,8 milliards, on ne sait pas si c'est le temps qu'il faut pour que la vie se développe ou si c'est simplement la vie se développe rapidement et les conditions n'étaient pas favorablement parce que c'était trop chaud, par exemple, ou ainsi de suite. Donc ça veut juste dire qu'il y a effectivement une fenêtre de temps qui est la même, où si la vie s'est développée sur Terre, elle aurait pu se développer sur Mars aussi, et voilà. Mais toutes les missions qui sont allées spécifiquement se poser dans des endroits où il y a des sédiments déposés à partir de rivières ou dans des lacs, les sédiments de lacs n'ont absolument rien trouvé qui correspondent à des fossiles. Voilà. Donc plus on cherche, moins et on n'en trouve jamais. Donc voilà, à force. Donc il y aura peut-être des échantillons de Mars ont été collectés, ils s'attendent d'être ramenés, donc ils seront ramenés on pense on espère 2030, 2035. Et pour ceux qui veulent pour tout à l'heure, je vous ai amené 2 petits cailloux, un morceau de Mars et un morceau de la Lune, si ça vous intéresse de le toucher, parce que même si on n'a pas d'échantillons pris sur Mars, on a des morceaux de Mars à la surface de la Terre, puisqu'il y a des météorites qui tombent à la surface de Mars, on pense que que ces morceaux viennent de Mars. Donc si vous voulez, tout à l'heure, je vous montrerai un petit caillou. Alors, les Martiens sont une fiction, ça c'est très clair. Alors, une question de journaliste, est-ce que ça change quelque chose par rapport à l'idée d'un certain nombre de personnes très célèbres qui voudraient coloniser Mars et de la possibilité d'y rester? Moi, je pense que c'est une idée très mauvaise dans le sens où c'est une idée qui
qui nous permet de continuer à faire n'importe quoi sur Terre en se disant qu'on a une échappatoire. Donc je pense que de ce point de vue-là, c'est une très mauvaise idée de vouloir quitter la Terre et pas prendre ses responsabilités sur Terre. Mais non, actuellement, enfin, coloniser Mars, ça paraît complètement irréaliste. Voilà. Donc il y a des études qui sont faites pour les premiers. Un des problèmes, effectivement, c'est que c'est le bombardement par le vent solaire. Hein, c'est un vrai problème. Et donc il y a déjà des grottes qui ont été repérées sur Mars où il y a des projets. S'il y avait des astronautes, on pourrait imaginer qu'ils aillent s'installer là. On mesure l'émission de chaleur à la surface de Mars, et si vous avez une grotte très profonde, pendant la journée, si vous voulez, l'atmosphère qui est dedans est plus froide, et donc ça fait des points, des anomalies thermiques à la surface, et en fonction de l'intensité de cette anomalie thermique, on peut calculer la taille de la grotte. Donc il y en a quelques-unes qui ont été repérées, faire des futurs points où on pourrait s'installer à l'abri sous Mars, à l'abri des rayons cosmiques. Mais voilà, c'est pas pour y mettre beaucoup de monde. Je pensais à ce film où le gars faisait pousser des pommes de terre. Oui, mais sous une petite tente, ça m'avait toujours paru assez bizarre. Dernière intervention, éventuellement? Non. Je crois que tu nous as convaincus et je crois qu'il faut effectivement, tu nous tiendras au courant des évolutions, cher Marc.